La vidéo que vous allez regarder est un extrait d'une émission intitulée Décrypter l'Afrique que je produis avec le soutien du média qui le diffuse sur son antenne 24/7 comme le fait également en Afrique et en Europe la chaîne de télévision Vox Africa. Décrypter l'Afrique est une revue d'actualité politique consacrée au continent africain avec cette semaine les journalistes Fabrice Huimot du média et Michael Poron, cofondateur de Afrique 21 et collaborateur de Mediapart, ainsi que l'ambassadeur français Nicolas Normand, qui a été notamment en poste au Sénégal et au Mali. Si vous êtes un spectateur du média, curieux ou passionné d'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, une chaîne YouTube dont vous pouvez voir le lien en description de cette vidéo. Alors certains observateurs avaient imaginé qu'en mettant à la porte l'ancien colonisateur français, le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État de fait du Niger, se ménagerait tout de même des bonnes relations avec les États-Unis, peu solidaires de Paris au moment du divorce d'avec Niamey. Mais non, finalement, la rupture est consommée. Le Niger dénonce avec effet immédiat les accords militaires avec les États-Unis signés en 2012. Le courroux de Niamey s'expliquerait déjà par les mauvaises manières supposées d'une délégation américaine qui se serait invitée sans avoir averti les autorités locales. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. Si l'on en croit le porte-parole de l'organe exécutif de transition, appelé Conseil national de sauvegarde de la patrie, les États-Unis ont manifestement exercé des pressions sur le Niger au sujet de ses relations avec Moscou et Téhéran. Le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, n'est pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Par ailleurs, le pouvoir de Niamey remet en cause la manière dont les accords militaires avec les États-Unis ont été signés. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus,
soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Alors, j'ai voulu faire entendre à nos téléspectateurs de larges extraits de la déclaration du colonel-major Ahmadou Abdrahmane, parce qu'elle est, à mon avis, un exemple de ce qui fait que les pouvoirs militaires des pays de l'AES peuvent bénéficier du soutien d'une partie de l'opinion publique africaine au-delà de leur pays. Des fois, une posture de défiance assumée vis-à-vis des grandes puissances, une dénonciation du mépris, de la condescendance et des accords inégaux d'hier. On peut y voir le désir de perdurer d'une junte militaire qui n'a pas l'onction des urnes, mais aussi une forme de courage, parce qu'il y a quelques années, il était impensable qu'un pouvoir africain parle ainsi à Paris ou à Washington. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi, je veux dire, avec les ressorts politiques ainsi mis en avant, Nicolas Normand? Et clairement, il s'agit d'une rupture géopolitique et presque un retour de la guerre froide, puisque effectivement, il y a rupture avec les pays occidentaux et très probablement, c'est pas encore entièrement concrétisé, une alliance très renforcée avec Moscou. Il y a eu beaucoup de contacts diplomatiques avec les Russes et on attend que Wagner ou le successeur de Wagner, les mercenaires russes, viennent renforcer l'armée du Niger, qui d'ailleurs, vous l'avez vu aussi, vient de tomber dans une embuscade avec presque une trentaine de morts hier, je crois, ou ce matin. Donc la situation militaire et la situation sécuritaire tend à se dégrader, la situation économique tend à se dégrader du fait de l'interruption de l'aide occidentale, qui était quand même le principal bailleur de fonds, qui représentait une part très importante du budget du Niger. Alors évidemment, il y a des perspectives fortes d'amélioration avec le pétrole, exploité par les Chinois d'ailleurs, et qui devrait rentrer vraiment en exploitation très prochainement. Donc ça va peut-être sauver un peu économiquement le Niger et permettre de payer les Russes. Parce que le problème de l'aide russe, entre guillemets, c'est que ce n'est pas une aide, ce sont des services payants, n'est-ce pas? L'aide militaire est payante, le matériel militaire est payant, et il n'y a pas d'aide au développement fournie par la Russie, qui est d'ailleurs un pays où, on le sait, malgré son immensité, malgré ses ressources, relativement pauvre, qui a un PIB inférieur à la France, à peu près égal à l'Espagne. Donc la Russie n'a pas les moyens, en plus elle est empêtrée dans cette guerre en Ukraine, donc elle cherche plutôt à tirer des bénéfices en Afrique, et ça va être le cas au Niger, puisqu'il y a de l'uranium, il y a quand même des ressources au Niger, donc on peut s'attendre à ce que les Russes cherchent à tirer profit de leurs relations avec le Niger. Mais de manière générale, les partenaires de l'Afrique tirent profit de l'Afrique. Non, justement, c'est la grande différence. C'est qu'avec le Sahel, les pays occidentaux ne tiraient pas profit du Sahel. Et les chiffres sont très parlants à ce sujet. Il y avait une aide publique au développement très importante de la part des pays occidentaux, de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, etc. Et ils n'en tiraient pas profit. Par exemple, la France, dans les pays du Sahel, n'avait pas d'exploitation minière. Alors c'est vrai qu'au Niger, il y avait Orano qui exploitait l'uranium. Il y a toujours Orano, mais enfin qui a pratiquement interrompu ses activités parce qu'il ne peut plus être approvisionné du temps de l'embargo de la CEDEAO en pièces détachées. Mais ça représente une source d'approvisionnement qui représente à peu près le tiers de l'uranium importé en France. C'est beaucoup le tiers, et oui, par le passé c'était beaucoup plus. Oui, par le passé c'était plus, c'est le tiers, mais enfin il faut rappeler que Orano ou son prédécesseur Areva avait fait faillite, l'État français l'avait renfloué, le prix d'achat de l'uranium n'était pas du tout un pillage ou une exploitation, c'était fixé par le marché, voire sans doute un peu plus bénéficiaire même pour les Nigériens. En tout cas, la France pouvait très bien s'en passer et va s'en passer, il y a d'autres fournisseurs. Et au Mali, au Burkina, on est complètement absent de l'or, qui est la ressource principale de ces pays. Ce sont maintenant les principaux producteurs d'or de l'Afrique, avec le Ghana devant l'Afrique du Sud. Et dans le secteur minier au Sahel, la France est absente. Et de toute façon, les intérêts économiques français dans cette zone sont mineurs. Et donc, on ne cherchait pas à tirer de l'argent de ces pays. Mais qu'est-ce que cherchait la France? La France cherchait à éviter une déstabilisation de ces pays qui aurait créé des problèmes d'immigration et des problèmes de terrorisme éventuellement, puisque les groupes djihadistes sont en pleine expansion
pas encore beaucoup au Niger, hein, mais surtout au Burkina et au Mali. Et ça commence à gagner le Niger depuis un certain temps. Donc la France voulait éviter que cette zone se déstabilise et contamine aussi la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays voisins. En Côte d'Ivoire, la France gagne beaucoup d'argent. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Et je vous rappelle que le commerce extérieur de la France avec les pays francophones d'Afrique, c'est moins de 1%. Oui, mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, une société ivoirienne comme la Société Générale de Côte d'Ivoire ou alors les sociétés locales de Bouygues n'entrent pas dans le commerce extérieur, mais c'est des gros profits pour les groupes. Oui, non, vous avez raison. Il y a des compagnies qui gagnent de l'argent, mais globalement, c'est un partenaire assez marginal dans le commerce extérieur de la France. Et pour prendre le cas, par exemple, du Sénégal, où justement la France est accusée d'avoir une trop forte emprise économique par plusieurs candidats de l'opposition. On parlera du Sénégal. On en parlera. Écoutez, la France n'est pas présente dans le port, n'est pas présente dans la ville nouvelle. Pratiquement, c'est pas elle qui a fait les constructions. C'est pas elle qui avait eu la privatisation du chemin de fer autrefois. C'est pas elle qui va être présente dans l'exploitation du gaz. Le TER, c'est elle, quand même. Oui, il y a le TER. Non, il y a des choses. La France est présente, mais elle n'est pas majoritaire. On parlait des États-Unis et du Niger, Fabrice, et je mettais en avant la tonalité du discours du colonel-major Abderrahmane, voilà, qui justement est de nature à parler à la jeunesse, parce que justement, il parle comme par le passé, on ne parlait pas. Est-ce que c'est un calcul payant ou bien il peut imaginer des représailles américaines? Ce sont des accents qu'on a retrouvés aussi au Burkina Faso, au Mali. Je pense que c'est un discours qu'on pourrait facilement qualifier de populiste, mais dans le sens aussi d'une adhésion de la jeunesse dont tu parles à ce discours, parce que évidemment il y a ce sentiment-là d'avoir été un peu pillé, on va dire, par les Occidentaux, et c'est là où en tout cas dominé, ça c'est sûr. Je serais peut-être un peu en contradiction avec Monsieur l'ambassadeur, parce que je pense que dans les relations internationales, il y a toujours des intérêts et parfois, évidemment, on observe des chiffres et on ne voit pas une réalité qui pourrait être problématique pour la puissance en place qui déploie des forces militaires comme l'a fait la France avec Barkhane, notamment au Sahel. Je pense qu'il faut contextualiser avec tout ce qui se passe actuellement avec l'AES et cette espèce d'essor collectif de vagues autonomistes et souverainistes et kaki, effectivement. Le cas des États-Unis est quand même particulier parce que après le coup d'État de juillet de l'année dernière, les États-Unis ne s'étaient pas montrés aussi vindicatifs que la France dans leur envie de faire partir le régime militaire en place, et avec quand même réussi à cohabiter d'une certaine façon. Aujourd'hui, les autorités militaires en place dénoncent apparemment, d'après ce qui a été communiqué, un accord unilatéral de la part des États-Unis qui voudrait modifier le statut militaire des forces militaires américaines sur place. Je pense qu'on pourrait reprocher toutes sortes de choses à ces régimes militaires, mais la question du souverainisme, de laisser des peuples disposer d'eux-mêmes est tout à fait indiscutable. Maintenant, il faut se poser des questions parce qu'on a entendu des responsables américains parler de rapprochement entre Niamey et Téhéran. C'est ce qui a rendu furieux aussi les Nigériens. Oui, voilà, il faut se poser des questions parce que effectivement, l'Iran est une puissance nucléaire, une puissance capable d'exploiter son uranium. L'année dernière, je crois qu'ils ont augmenté de 60% leur production d'uranium enrichi. Donc c'est une puissance capable d'aller vraiment dans l'exploitation concrète de l'uranium, ce qui change beaucoup de choses et qui pourrait remettre en question durablement, on parlait d'Orano, durablement ce genre de partenariat occidentaux avec le Niger. Ça peut aussi être un épouvantail qui justifierait une agressivité plus forte vis-à-vis du Niger. Il faut tout de même, dans les propos, respecter la souveraineté de ce pays
quoi qu'on en pense sur les dangers qui le guettent en se passant des services américains. Les Américains aidaient à la formation des militaires nigériens, mais aujourd'hui, s'ils veulent s'en passer, qui sommes-nous ? Ils vont les remplacer par les Russes quand même. Donc en Sans matière de doute, souveraineté, c'est pas un Mickaël, problème. est-ce qu'on peut dire que les États-Unis, qui ont joué un peu solo après la mise en difficulté de la France au Niger, ont joué et ont perdu? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils n'exercent pas au final des représailles pour l'affront? Non, enfin oui, effectivement, ça se retourne un petit peu contre eux, mais il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui a été dit par les autres invités. Moi, j'aimerais revenir juste sur quelque chose, c'est que quand même, ce que dit dans son communiqué le CNSP, première chose, cette délégation est arrivée sans respecter un ordre protocolaire, et cette délégation a tout fait pour rencontrer Tiani. Cette délégation n'a pas été reçue par Tiani. Ils ont eu 2 jours de discussion, 2 réunions en fait avec, je crois que c'était le Premier ministre. Il faut raconter, ces discussions se sont très mal passées. Ça a été dit en langage diplomatique, mais en fait d'abord ça s'est très mal passé. Ensuite il y a eu quelques pas fausses informations, mais des choses qui ont été dites qui étaient mineures. Par exemple, le retour de l'ordre constitutionnel qu'auraient imposé les États-Unis était finalement n'est intervenu que dans la 2e discussion. Dans la première discussion, c'était autre chose. C'était d'autres choses. Les Nigériens ont des choses à reprocher aux États-Unis. Il faut quand même pas l'oublier. Normalement, les États-Unis avaient suspendu leur coopération à partir du moment où ils avaient reconnu que Tiani était issu d'un coup d'État. Et pourtant, ils ont continué à survoler le pays avec des drones, à faire de la surveillance, et sans jamais même dire pourquoi au pouvoir nigérien. Donc je pense quand même que ce pouvoir nigérien, quand bien même issu d'un coup d'État, est légitime à demander des comptes aux États-Unis. Sur cette histoire de l'Iran, il faut rappeler un précédent. Les États-Unis avaient accusé le Niger de fournir de l'uranium à Saddam Hussein en 2002. Dans leur communiqué, ils en Et parlent. c'était bien sûr une fausse information qui a été utilisée pour ensuite envahir l'Irak. Donc cette question de l'Iran a effectivement a mis en colère les autorités nigériennes qui leur ont rappelé le précédent irakien. Et effectivement, comme tu rappelais, l'Iran est tout à fait capable d'enrichir son uranium, etc. Donc ils disent simplement on fait ce qu'on veut. Et il y a un autre point, c'est que après le coup d'État, les États-Unis avaient déplacé leurs militaires de Niamey vers la base d'Agadez notamment, et ils voulaient ramener leurs militaires à Niamey, mais ils imposaient qu'il n'y ait aucun Wagner, aucun milicien russe. Et encore une fois, les Nigériens se sont énervés en disant on fait ce qu'on veut. Nous sommes chez nous, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez revenir à Niamey, ok, mais c'est à nos conditions. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, certes, se prennent à camoufler, mais ils ont fait un certain nombre d'erreurs également, et qu'ils récupèrent. Et d'ailleurs, il y a un certain déni. Pour l'instant, ils ont dit on attend des éclaircissements, on ne nous demande pas de partir. Donc, quelle position on va adapter les États-Unis? Est-ce qu'ils vont se mettre dans la position de la France à un moment où ils ne voulaient pas partir, alors qu'on leur demandait de partir? C'est à voir, c'est intéressant. Sachant, en plus, si je peux me permettre d'ajouter que la rupture des relations diplomatiques s'accompagnait aussi de l'annulation de toute l'aide au développement que les États-Unis apportaient au Niger. Donc, après ça... comment dénoncer le fait que les Nigériens veuillent choisir une autre voie? Financièrement, ils ont besoin d'argent, vous l'avez dit, ils sont si tu es chez quelqu'un, bon, tu payes quoi, en gros. Globalement, tu payes le loyer. En quelque sorte. Les Américains avaient demandé aussi la libération du président Bazoum. Ça a été un point important des discussions. Mais justement, sur lequel les Nigériens le mélange, ils sont d'ailleurs accusés d'avoir peut-être participé à la vraie fausse évasion de Bazoum, en fournissant notamment des hélicoptères. Et ça, c'est pas du tout passé. C'est resté en travers la gorge des autorités nigériennes. Donc. Alors le problème, c'est que le mélange de questions qui relèvent de l'éthique, de la moralité et des questions pragmatiques, c'est un peu la marque de fabrique des Occidentaux, et ça irrite beaucoup les Africains. C'est-à-dire, on vous parle de notre positionnement militaire, de ce qu'on veut gagner sur le terrain, mais on vous parle aussi de vos devoirs démocratiques. C'est un mélange qui, au final, vise à se légitimer moralement pour obtenir, par ailleurs, des gains géopolitiques. Vous avez travaillé en Afrique, dans des pays où les États-Unis étaient aussi présents. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis comprennent les subtilités et des fois
les vexations potentielles de leurs interlocuteurs africains? Est-ce qu'ils comprennent bien, d'un point de vue sociologique, à qui ils ont affaire en Afrique subsaharienne francophone, sans dire comme Chirac qu'ils ne connaissent pas l'âme et la psychologie de l'Afrique de l'Ouest? Vous avez raison, mais ce reproche ne vise pas que les Américains et peut-être encore plus les Français. Il y a un gap, vraiment une divergence culturelle et un problème de compréhension réciproque, en particulier de la part des Occidentaux vis-à-vis des Africains. Et ils ont beaucoup de mal à se mettre à leur place, à comprendre leur psychologie, aussi le traumatisme de la colonisation, par exemple, pour les Français. Quand on laisse une force comme Barkhane pendant 8 ou 9 ans au Sahel, c'est faire fi du souvenir, du traumatisme qu'on est l'ancienne puissance coloniale. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est une ancienne puissance coloniale. Et même quand une armée occidentale comme Serval ou Barkhane tue des Africains, fussent-ils terroristes, c'est quand même un tabou que moi je croyais devoir respecter, qu'une armée d'une ancienne puissance coloniale ne doit pas tuer des Africains en Afrique. Elle peut aider les armées africaines à se défendre contre des agressions ou du terrorisme, mais elle ne devrait pas le faire elle-même. Et des fois, elle tue des adolescents, elle ne le reconnaît pas. Oui. Alors, mais d'une façon générale, il y a une difficulté à comprendre la culture, les préoccupations des pays africains, des populations africaines. Ça explique beaucoup de malentendus entre la France ou les États-Unis et les pays africains. Alors, le cas du Niger, probablement aussi. Alors, c'est vrai, vous dites, la diplomatie des pays occidentaux mêle les questions de droits humains, de droits humanitaires, de défense de la démocratie et des intérêts économiques. Et stratégiques. Et c'est à géométrie variable, je suis désolé. Mais il faut reconnaître que la diplomatie des pays occidentaux se tire une balle dans le pied, puisqu'on gère des principes contradictoires. N'est-ce pas? Même chose avec la Chine. On voudrait faire du business avec eux, mais on critique la situation des Ouïghours, qui sont des musulmans opprimés en Chine. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais néanmoins, on défend des principes contradictoires. Ça fait partie des faiblesses et des caractéristiques aussi de la diplomatie occidentale. Faut-il être, comme le voudrait Trump aux États-Unis ou les Russes, être purement pragmatique, ou les Chinois aussi, oublier totalement la situation, par exemple, d'un régime dictatorial qui opprime, qui massacre éventuellement sa population? Faut-il faire du business avec eux quand même? Ça, c'est la position des Chinois et des Russes. C'est pas la position des Occidentaux. Mais les Occidentaux sont hypocrites dans la mesure où il y a un deux poids, deux mesures oui, permanent. C'est un peu ce que voulait dire Fabrice. Non, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. Que sur la situation de Gaza, les États-Unis en particulier... Pas besoin d'aller jusqu'à Gaza, même en Afrique, avec le Tchad. La politique française... Sur le Tchad, c'est un cas un peu particulier. C'est un pays instable, fragile, qui était menacé de déstabilisation. Oui, mais le Tchad, vous savez bien que c'est un régime militaire assez minoritaire comme les États du et Sahel. assez autoritaire qui dirige ce pays. Et donc, il y avait un risque de déstabilisation. Donc là, la question de la stabilité du pays est passée avant, effectivement, la question des droits de l'homme. C'est toujours la stabilité du Mali. C'est toujours une question d'arbitrage entre des objectifs antagoniques qui est assez difficile à faire et qui, de ce fait, peut toujours être critiqué. Sur cette compréhension d'ailleurs des Africains, c'était intéressant ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur, mais les Américains, il faut savoir comment est une base américaine. Hein. Ils arrivent, ils montent une base et ils vivent en autarcie. Et chez les Nigériens, c'est quelque chose qu'ils ont remarqué, qui les embête beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, le pays ne bénéficie absolument pas de cette présence d'un point de vue économique. Et c'est un des reproches qui est fait également. C'est-à-dire le fait que les Américains viennent et c'est comme s'ils ne vivaient qu'en autarcie chez eux sans se préoccuper finalement c'est pas des le cas autres. De Barkhane, hein, non, c'est pas le cas. C'est moins le cas des forces françaises en général, qui sont beaucoup plus ouverts sur la population avec lesquelles ils ont des échanges, notamment pour l'alimentaire, pour ce genre de choses. Les Américains, c'est pas le cas. Ils importent tout pour eux, etc. Ils vivent totalement en autarcie. Et ça, je pense aussi que du point de vue des populations africaines, en tout cas nigériennes pour ce qui nous occupe, peut être un reproche important à entendre. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'au fond, cet épisode signifie que les pouvoirs militaires des pays de l'AES ont choisi résolument leur camp sur le terrain géopolitique à l'heure où l'ancien colonisateur, la France, assume une adversité frontale contre Moscou? Est-ce que c'est un chemin de non-retour, cette crise avec les États-Unis?
Non, c'est pas un chemin de non-retour. Les régimes s'appellent eux-mêmes de transition. Donc, ils admettent que ça va changer au bout d'un moment. Et le changement risque d'être assez radical aussi, parce que, alors, au-delà du Niger, dans le cas du Burkina et du Mali notamment, on voit bien que la situation se dégrade sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Par exemple, au Mali, il y a presque plus d'électricité. Enfin, il y a des coupures très importantes. La population commence à se plaindre. Parce que effectivement, ils ont rompu avec les aides occidentales qui étaient importantes. Mais la population humiliée justement par les embargos ne retournera pas aux Occidentaux. Mais d'abord, il y a beaucoup de scénarios. Il y a beaucoup de scénarios envisageables. D'abord, il se peut que, pour des raisons de besoins économiques, des raisons pratiques, pragmatiques, les colonels des juntes, enfin notamment au Mali, se disputent entre eux, n'est-ce pas, entre les radicaux qui veulent vraiment miser entièrement sur la Russie, mais la Russie n'a pas grand-chose à donner en pratique, et ceux qui veulent dire, ceux qui disent il faut se rapprocher, se rabibocher avec les Occidentaux pour obtenir un renouveau de l'aide budgétaire, de l'aide économique. Il va y avoir des tensions dans la junte, au Mali notamment, très probablement. Ensuite, la situation est de plus en plus hors contrôle sur le territoire, au Burkina, au Mali et bientôt au Niger. Donc, oui, c'est pire qu'avant. Oui. Moi, je ne suis pas un défenseur de Barkhane. Je fais beaucoup de critiques à Barkhane. On pourra en parler si vous voulez. Mais c'est vrai que la situation s'est encore détériorée. Elle s'était déjà détériorée avec Barkhane, il n'y a pas de doute. La prise de Kidal, au Mali. Voilà, mais la situation continue de se détériorer au Mali, au Burkina et au Niger, et que ça ne va pas durer éternellement. Alors, il va y avoir l'armée malienne est beaucoup plus armée important. Oui, mais avec les mercenaires de Wagner, ils ont fait l'opération de Kidal qui est spectaculaire, qui a redonné du crédit politique à la junte malienne. Il n'y a pas de doute là-dessus. En même temps, c'est la fin. C'est la fin. Les mercenaires. Enfin, voilà. Il s'est réduire, ne considérer que les mercenaires de Wagner. Rappelez-vous c'est réduire la. Non, je réduis pas, mais un petit peu les efforts. Je réduis pas, mais rappelez-vous qu'à Kidal, on a d'abord vu le drapeau de Wagner sur le fort de Kidal avant qu'il soit remplacé par le drapeau malien. Donc même les Russes revendiquaient en priorité, en quelque sorte. C'est un coup de communication, mais vous savez bien que fâcheux. l'armée malienne était quand même. Elle est montée en puissance. Il est évident qu'au moment de la grande crise de 2012, quand le Mali a été coupé en deux, l'armée malienne ne faisait que 16 000 hommes. Elle a été victime aussi du coup d'État en août 2002 avec le capitaine Salogo. L'armée malienne était dans une situation très très mauvaise et elle a profité un peu du parapluie sécuritaire de Barkhane, de l'aide occidentale, pour remonter en puissance. Vous entendez les critiques venant de l'état-major malien qui dit qu'avec Barkhane, ils n'avaient jamais les moyens d'arriver à faire ce genre de coup militaire parce qu'on leur donnait des moyens de défense plus que de reconquête de territoire. Il n'était pas prévu, c'est certain, de reconquérir par la force Kidal, puisqu'il y avait un accord qui était l'accord d'Alger, qui prévoyait une solution politique. Donc, c'était pas seulement la France, même les Russes avaient signé, avaient cautionné cet accord d'Alger, les États-Unis, l'Algérie, les pays voisins. Enfin, il y avait une caution internationale sur l'application de l'accord d'Alger qui prévoyait de reconquérir Kidal et toutes les autres villes du Nord. Mais si l'accord totalement, je veux dire que la souveraineté malienne soit complètement assumée. L'accord d'Alger disait bien unité, souveraineté du Mali sans aucune ambiguïté. Il était question simplement de donner plus d'autonomie à toutes les régions, pas seulement celles du Nord, et donc un processus de décentralisation et un processus de négociation qui intégrait les anciens rebelles dans l'armée ou dans l'administration ou qui les aidait. Ce processus, il avait du plomb dans l'aile, personne ne voulait vraiment l'appliquer. Et le désarmement n'a jamais été totalement les mouvements armés ne facilitaient pas les choses. Mais dans ce cas, justement, force revient à la souveraineté de l'État, qui ne peut pas être mis sur le même plan qu'un groupe rebelle. Mais c'est un peu dommage qu'un processus politique ait échoué. Et quand ça échoue, on en prend acte. On a tout fait pour le faire échouer. Bamako a beaucoup contribué à son échec. Ça aurait été mieux que ça fonctionne, parce qu'actuellement, les rebelles, ex-rebelles, sont redevenus des rebelles. Donc il y a un nouveau front qui a été ouvert. En plus, une partie d'entre eux
vont aller rejoindre les djihadistes, comme on le voit déjà. Donc, si vous voulez, la reconquête de Kidal, c'est une bonne chose. C'est important que ce soit sous souveraineté malienne, mais c'est dommage que les rebelles restent des rebelles, voilà, et menacent pour l'avenir. Oui, non, c'est très intéressant. Par contre, il y a 2 points sur lesquels on focalise beaucoup en fait sur les nouvelles alliances du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de l'AES finalement, et on oublie de regarder aussi, de faire un pas de côté. Et en fait, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, notamment avec le Maroc. Le Maroc qui est en train de se rapprocher de l'AES. Je pense que l'AES a envie également de tisser de nouvelles relations avec les partenaires de la région. Moi, je trouve que cette direction est intéressante. Regardons, les problèmes, peut-être l'arrivée de la Russie, mais regardons aussi ce qui va se passer avec les autres partenaires, et notamment le Maroc. Je trouve que c'est intéressant. Et un autre point qui n'a pas été soulevé, qui fait partie également des reproches, je pense que le Niger a pu exprimer auprès notamment de l'Europe, enfin de l'Union européenne, peut-être un peu moins des États-Unis, mais au moins de l'Union européenne, c'est cette question des migrations que vous abordiez tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, qui est le fait qu'on a imposé la fermeture de ce qu'on appelle la porte du désert, Agadez, et d'ailleurs qu'on fait la géante. Il y a peu de temps, ils ont rouvert la porte du désert, qui était en fait ces migrations, un moyen de subsistance d'énormes, de beaucoup de Nigériens à Agadez, les passeurs, etc., le trafic frontalier. Faut-il encourager cela? Je ne dis pas qu'il faut encourager, je dis simplement que finalement, symboliquement, rouvrir la porte du désert, c'est aussi répondre à une aspiration qui existait sur place, à savoir qu'on avait appauvri finalement pas mal de personnes qui vivaient de ces transhumances. Alors et ceux qui meurent dans ces transhumances. Malheureusement, bien sûr, je suis absolument d'accord, mais quand on l'a fermé, ces trafics continuaient sur des routes encore plus dangereuses. On ne peut pas omettre ça non plus de le dire, on ne peut pas omettre de dire ça, que quand on a fermé par cette stratégie de vouloir bloquer absolument ces migrations continuaient et passaient sous le radar, et c'était pire sur des routes encore plus dangereuses. Je vous conseille le film Moi Capitaine, qui est absolument magnifique sur cette question, qui est sorti il y a quelques semaines, mais vraiment cette question des migrations, il faut aussi en parler, et la politique de l'Union européenne sur ces questions migratoires, on peut aussi en parler, peut-être la regarder, la critiquer, ou en tout cas l'analyser. Mais justement, l'Union européenne qui a financé une force aux frontières, notamment du Sénégal. Frontex. Garci, je pense. Oui, c'est la garde civile espagnole pour l'essentiel, mais qui travaille pour Frontex. Et qui a été détournée par le gouvernement sénégalais pour mater les manifestations. Donc, bon. Ça, j'espère que non. Ça n'a pas été dit, ça. Si, ça a été... C'est les équipements. En fait, ce sont les équipements prévus pour cette opération Frontex, qui équipe notamment les militaires sénégalais, qu'on a retrouvés sur le terrain de la répression lors des... Voilà. C'est un détournement des équipements. On s'éloigne du sujet. Alors, je voulais vous faire part d'une autre réalité, une vidéo d'un échange entre un sénateur républicain, Rick Scott, et le général Michael Langley, patron du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, qui a eu lieu le 7 mars dernier. Il a fait le buzz, cet échange, les généraux expliquant de manière assez décomplexée l'intérêt stratégique que représente l'Afrique pour son pays. General Langley, can you talk about why we care about what's happening in Africa right now? I mean, if you tell the American taxpayer, why are we there? Why are we spending the money we're spending there? Thanks for the question, Senator. For access and influence, I'd say that a number of countries are at the tipping point of actually being captured by the Russian Federation, as they are spreading some of their false narratives across Libya. And from a strategic answer piece, access influence across the whole Maghreb, that is NATO's southern flank. We need to be able to maintain access and influence across the Maghreb, from Morocco all the way to Libya. The PRC and Russia are also remaining exploitative where possible and coercive when necessary. They want that ground. They want power projection capabilities. So for the most part, the rest of the continent is also for mining concessions, whether it be gold or rare earth minerals. Both of them have a long-range plan. But I think at the accelerated pace, the Russian Federation is really trying to take over Central Africa
as well as the Sahel. Alors les États-Unis, de manière assez honnête, décrivent leur intérêt stratégique contre la Russie, mais comme les autres grandes puissances, ils ne pensent pas les Africains comme interlocuteurs, parce que sinon on serait dans du donnant-donnant. Mais là, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire, je suis chez toi, je te paye pas, je te punis, je te dis pas ce que je fais. C'était un peu la stratégie américaine au Niger. Reste au Niger, ne pas considérer comme légitime les autorités locales, mais y rester et faire à peu près ce qu'on veut, alors qu'on considère que d'un point de vue stratégique, peut-être pas économique, mais en tout cas d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement important. Donc, faut savoir justement, est-ce que c'est pas ça qui est un peu inentendable? On dit que c'est important, mais les personnes qui doivent nous donner la clé de ce qui est important ne sont pas importantes. Mais ce qui est important, c'est que le Sahel est en train de devenir la principale base du terrorisme mondial. On a vu les statistiques évoluer. Jusqu'à récemment, l'essentiel du terrorisme, c'était l'Afghanistan et le Moyen-Orient, notamment la Syrie et l'Irak. Et dans les statistiques, aujourd'hui, on a pratiquement la moitié des attentats terroristes mondiaux qui se situent au Sahel. Et d'année en année, la proportion des attentats au Sahel augmente dans le terrorisme mondial. Et pour l'instant, on n'a pas encore observé une véritable migration des cadres de l'État islamique et de Al-Qaïda vers le Sahel, même si quand même ce sont largement des mouvements encadrés par ces deux centrales d'origine moyen-orientale. La crainte, c'est que si le Niger, le Burkina et le Mali s'effondrent en tant qu'État, ce qui n'est pas impossible, ça devienne des centres nouveaux du terrorisme international, comme l'était autrefois, il n'y a pas si longtemps, l'Irak et la Syrie avec Daesh, n'est-ce pas? Ça pourrait justifier justement de ne pas arrêter l'aide au développement, l'aide humanitaire, de ne pas punir le pays parce qu'il y a un nouveau régime, par exemple. Oui, mais enfin là aussi, on est effectivement dans des contradictions entre vouloir défendre la démocratie ou défendre les intérêts stratégiques. Au Gabon et au Tchad, on ne voit pas la même attitude. C'est pour ça que les États-Unis, malgré le coup d'État, avaient maintenu leurs hommes sur place, leurs militaires, en disant, au fond, on a des intérêts convergents avec le Niger, qui est de lutter contre le terrorisme. Bon, il se trouve que le Niger, finalement, a rejeté l'aide américaine, mais les Américains sont frustrés de ne pas pouvoir lutter contre le terrorisme au Sahel. C'était ça leur intérêt stratégique. Lutter contre la Russie aussi. Non, mais lutter contre la Russie, elle est là de façon temporaire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais en tout cas, ils en parlent. La Russie, elle va être rejetée aussi. C'est les prochains qui vont être rejetés. Quand les régimes en auront assez de les payer et de voir que la situation continue de se dégrader, que d'autre part, ils n'apportent pas d'aide économique et financière, ils vont être rejetés aussi. N'est-ce pas? Il y a une volonté de changement. C'est normal. Quand la situation va mal, on veut changer. On essaye quelque chose de nouveau. Si la chose nouvelle ne fonctionne pas non plus, elle va également être balayée. Ça, c'est clair pour moi. Fabrice, je crois que vous sous-estimez énormément la profondeur des relations qui se tissent depuis des années. Hein. Ça ne date pas de la dénonciation des accords militaires avec la France ou avec les États-Unis, mais les relations entre la Russie et ses États est quand même assez lointaine. Et l'URSS, vous voulez dire? L'URSS auparavant et la Russie aujourd'hui. La Russie, à partir du moment où ça s'est appelé Russie en 91, ils ont arrêté tout en Afrique. Oui, alors, et se dire qu'aujourd'hui, malgré le front en Ukraine, la Russie continue à développer ses relations. Imaginez juste que la guerre en Ukraine cesse dans les prochaines années, j'espère, les prochains mois, j'espère aussi. C'est évident que ces relations vont aller croissantes. Aujourd'hui, il y a une espèce d'optimisme dans les relations entre l'AES et la Russie. Je doute que ça cesse tout de suite. Et je vous trouve très pessimiste aussi sur la capacité de ces États à survivre, en quelque sorte. Vous avez dit plusieurs fois qu'il pourrait avoir un effondrement. C'est votre prospective, votre vision en tant que diplomate, peut-être. Mais je pense que ces États sont suffisamment solides et l'ont démontré, même si, effectivement, vous dites que la situation sécuritaire est pire qu'avant. Mais je crois qu'ils tiennent quand même. Ils tiennent. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir le verre à moitié plein et de me dire que même si ils sont partis un peu en rébellion contre les puissances occidentales, ils ont leur sort entre leurs mains et c'est ça l'optimisme qui est en train de régner au sein de leur population. On a beau les qualifier de complotistes, tout ce que vous voulez, le fait que ces peuples aient leur sort entre leurs mains, c'est pour moi
la principale chose qu'on devrait retenir et continuer de la soutenir si la question de la lutte contre le terrorisme nous importe vraiment. Non, là, je suis d'accord avec vous. Juste une réaction. Je suis d'accord qu'il y a un côté positif, c'est le peuple, les élites, j'espère aussi, qui se prennent en main, qui se veulent souverains, qui ne veulent pas se voir imposer un agenda de l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Si ça s'accompagne de lutte contre la corruption et d'efficacité administrative. Donc ça reste à voir. Maintenant, sur les Russes, je pense qu'en fait, ils ne sont pas là pour rester longtemps. Ce qu'ils souhaitent, au fond, c'est que ces pays se déstabilisent pour créer des problèmes aux Occidentaux. Ils sont là, en fait, dans le contexte du conflit avec les pays occidentaux, donc dans le contexte de la guerre de l'Ukraine. Ils sont là pour créer des difficultés aux Occidentaux. Ou bien pour remplacer des les Occidentaux. difficultés en matière de propagande et de réseaux sociaux, vous savez, qui sont très actifs. Et vous savez aussi que leur intérêt, ce serait qu'il y ait des flux migratoires massifs vers les pays occidentaux pour déstabiliser les pays occidentaux et pour l'émergence de l'extrême droite dans les pays européens qui favorise Moscou aussi. Donc ils ont ça en arrière-pensée. Mais ils peuvent aussi penser que ça. l'Afrique est intéressante en dehors de l'Occident d'un point de vue économique et stratégique. Ils peuvent aussi exploiter les richesses, effectivement. Ouais, parce ils ont des visées sur l'or du Mali. L'Afrique est quand même plus grande et plus, voilà. Elle a plus d'avenir que l'Occident. Ils ont commencé en Centrafrique à exploiter, à piller le pays, on pourrait même dire. En Centrafrique, c'est assez clair. En tout cas, ils se payent leurs mercenaires avec les ressources locales. Je vous rappelle que c'est une grosse différence avec les pays occidentaux. Où Barkhane, c'était le contribuable français qui payait. Sur ce sujet, je vais donner le mot de la fin à Mickaël. Juste, j'allais dire, entre parenthèses, pardon, il y a eu quand même un théâtre d'expérimentation. Juste en un mot, il y a eu un théâtre d'expérimentation qui était la République centrafricaine. On a prédit tous les malheurs à ce pays. Aujourd'hui, ça va mal quand même, ce pays. Ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Ça va très mal. Ouais. Non. Oui, on peut comparer à il y a quelques années. Le laboratoire centrafricain, pour le coup, je ne sais pas si on peut le mettre en exemple. C'est pas un exemple de stabilité. En l'occurrence, la profondeur des relations dont tu parlais tout à l'heure, elle est tellement profonde qu'aujourd'hui, la Russie, enfin en tout cas les membres de Wagner, contrôlent le pays. Et je ne sais pas si c'est ce qu'on peut souhaiter finalement à des pays comme le Mali, le Burkina Faso. Alors c'est pas la même armée, donc on peut espérer que les juntes au pouvoir au Mali, Niger ou au Burkina Faso aient soient plus solides et puissent résister. Moi, ce que j'ai envie de dire, d'abord, il me semble que c'est important, ces pays ont le droit de choisir. On ne peut pas leur enlever leur droit à choisir leur partenaire, et c'est leur expérience, ils ont le droit d'en faire l'expérience, et de réussir ou pas réussir. Peut-être que ce sera un échec, peut-être que ça réussira. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est également, attention, effectivement, j'ai envie, je ne vais pas le citer exactement mot pour mot, mais ces gens citent beaucoup Sankara. Sankara disait quelque chose, disait « À quoi sert-il de prendre sa liberté vis-à-vis d'un oppresseur si c'est pour retourner vers un autre oppresseur ?» Donc en fait, la souveraineté qu'affichent ces juntes, attention à ne pas la perdre avec un nouvel oppresseur, ou en tout cas un nouvel empire qui viendrait imposer ses règles et exploiter les richesses de ces pays. En tout cas, la Centrafrique ne peut pas être comparée au Mali, au Niger, parce que ce n'est pas la même colonisabilité. La Centrafrique est grande, elle est vide. Le Mali et le Niger, ils sont quand même des pays plus riches, plus dotés d'une plus forte culture internationale. Les structures de l'État aussi, et les structures militaires ne sont pas les mêmes. C'est pas pareil du tout.